sur le stationnement, entre autres, et utiliser cet argent-là à des fins. Je vous citerai tout à l'heure aussi des exemples de villes qui l'ont fait, et c'est très intéressant, de réinvestissement de l'argent dans des mesures de transport collectif, donc pour donner des alternatives aux gens qui ne pourraient plus prendre leur voiture, comment ils peuvent faire pour se déplacer et de façon efficace. Merci. Maintenant, j'inviterai Michel Leblanc de la Chambre de commerce Montréal métropolitain. Merci. D'abord, je veux saluer le professeur Lannoy qui m'a employé il y a très longtemps quand j'étais un étudiant à l'université. Ça ne nous rajeunit pas. Deuxièmement, je veux témoigner du plaisir que j'ai à entendre des économistes parce que je trouve que c'est toujours très pur, la vision des économistes. On arrive avec des solutions. Et en économie, il y a souvent une abstraction, je dirais, d'éléments du réel parce que ça simplifie les modèles mathématiques. Et je pense qu'on est un peu dans cet univers-là. Et je me disais d'entrée de jeu, c'est donc pour dire qu'on peut avoir raison en théorie et avoir tort en pratique. La réalité telle qu'on la voit, nous, du point de vue de la communauté d'affaires, c'est qu'on a un problème de congestion grave. Le problème de congestion, on l'avait chiffré, 1,4 milliard, c'était des travaux qu'on avait fait, on a travaillé avec Sécor. Et ça fait longtemps qu'on sonde le milieu des affaires pour établir leur évaluation de la problématique et les solutions auxquelles on serait prêt à adhérer en tant que communauté d'affaires. Et la première réalité, c'est que c'est un vrai problème qui est mis de l'avant. Il y a 2 ans, à peu près, on a fait une étude où on demandait à la communauté d'affaires d'évaluer l'environnement d'affaires à Montréal. Et ils estimaient que cet environnement ne s'était pas amélioré, en fait, se détériorait à certains points de vue. Et le principal élément de détérioration, c'était l'état des infrastructures reliées à la congestion. À long terme, c'est toujours l'enjeu de la main-d'œuvre qui prime sur les décisions d'investissement présentement, mais à court terme, il y avait beaucoup d'influence sur le dossier des infrastructures. Donc, problématique réelle. On a sorti plusieurs rapports au fil des ans. On a examiné la question du financement d'un système de tramway. On a évalué la question du financement des infrastructures de transport en commun. C'est clair que du point de vue de la communauté d'affaires, il y a un support important sur le déploiement du dispositif de transport en commun comme étant une des sources potentielles, une des solutions potentielles au problème de congestion. C'est clair également, et c'est surprenant parce que, et je vais le dire en aparté, mais on est dans un environnement urbain parmi les plus taxés, si ce n'est pas le plus taxé d'Amérique du Nord. Un Montréalais paie probablement plus d'impôts et de taxes qu'un citoyen d'à peu près toutes les autres villes d'Amérique du Nord. Et ça, on l'oublie souvent, mais ce que ça veut dire, c'est que notre base économique, pour fonctionner, subit une ponction annuelle dans ses revenus et donc dans ses profits et donc dans sa capacité de réinvestir plus grande qu'ailleurs. Alors, chaque fois qu'on pense à rajouter une couche de tarification, et ça peut être, dans le jargon économique, pas une taxe, mais d'un point de vue de l'entreprise elle-même, ça peut être perçu comme une taxe. Et il faut toujours se rappeler donc que ça finit par affaiblir notre base économique qui devrait réinvestir pour créer l'activité économique. Et quand, donc, j'ai demandé, moi, on a demandé la Chambre aux gens de la communauté d'affaires, seriez-vous prêts à ce qu'il y ait des augmentations de tarifs pour financer du déploiement de transport en commun? La réponse a été oui. Et c'est surprenant. Ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le problème est réel. Et le milieu des affaires est assez convaincu que si on doit financer du transport en commun et si ça doit venir de sources de financement additionnelles, so be it. Mais là, il y a après ça des lignes qui se rajoutent. Et une des premières lignes, c'est d'éviter d'avoir des sources de financement qui créeraient des distorsions importantes dans la base économique. Et c'est là où je dis on peut avoir raison en théorie et avoir tout faux en pratique. Une ceinture, moi, des fois, je l'appelle le mur du péage autour de l'île de Montréal est un élément de distorsion majeur. Et il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'un péage sur le pont Champlain générerait énormément de congestion sur les autres ponts? C'est possible. C'est possible que ça ne soit pas immédiat, mais il y a une réalité, c'est qu'un mur de péage autour de Montréal va créer du déplacement d'activité économique. Et ce n'est pas du tout évident, et j'ai entendu le professeur Lannoy tantôt le dire, les gens vont-ils se dire, est-ce que je devrais aller habiter à Montréal? Moi, je vous dis, c'est absolument pas évident que c'est dans ce sens-là que le transfert va se faire. Et si on regarde ce qui s'est passé avec l'été des carrés rouges, si on regarde ce qui s'est passé avec
La congestion, il y a énormément de gens qui ont pris des habitudes de consommation en banlieue. Il y a énormément de gens qui ont cessé de s'imaginer qu'ils seraient plus heureux s'ils vivaient sur l'île de Montréal. Et il y a énormément d'entreprises qui se sont mis à réfléchir, est-ce que je devrais être sur la banlieue ou sur l'île? Et on parlait tantôt de mauvais appariement de la main-d'œuvre. C'est une réalité, mais il risque d'y avoir un mauvais appariement du dispositif économique si certaines entreprises se localisent juste parce qu'ils veulent éviter le mur de péage. Pour conclure, et j'y reviendrai tantôt, la solution qui est envisagée, donc, du point de vue du milieu des affaires, c'est davantage d'utiliser la taxe sur l'essence dans un temps 1 et la taxe sur l'immatriculation dans la grande région de Montréal. Ce n'est pas, et c'est très juste, ce n'est pas une taxe sur la congestion. Ça ne reflète pas le coût de congestion, mais c'est une façon d'utiliser le principe d'utilisateur-payeur à court terme. Évidemment qu'on n'est pas aveugle. On sait bien qu'on s'en va vers des voitures électriques ou un dispositif davantage axé sur l'électricité, peut-être le gaz naturel pour les camions. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va nous prendre un autre mécanisme. Il y a des tentatives qui existent présentement sur la taxe kilométrique, on en a parlé. C'est, à notre avis, vers là qu'on devra aller, avec des mécanismes qui permettent peut-être d'évaluer à quelle heure, à quel endroit, et donc la taxe kilométrique modulée en fonction de la congestion, ce qui est, dans le fond, à notre avis, la meilleure solution, celle qui permet d'avoir un principe d'utilisateur-payeur, tu vas sur les routes, tu payes, et celle d'un principe de taxe sur la congestion, tu vas sur les routes aux heures où le coût est le plus élevé, tu payes un peu plus. Le dernier point dans tout ça, c'est si on est les seuls à le faire, notre dispositif économique ici va souffrir comparativement à d'autres endroits. C'est le même principe que la taxe sur le carbone. Si le Québec est la seule juridiction à avoir la taxe sur le carbone, avec la Californie, qui est pas mal plus riche que nous, c'est un coût, c'est un fardeau pour notre économie. Donc, dans l'application même d'une taxe kilométrique, si on était les seuls à le faire, il faudra en tenir compte, ça va avoir un impact. Est-ce qu'on baissera les impôts ailleurs pour que le Montréalais typique et l'entreprise montréalaise typique puissent garder davantage de ce qu'elle a comme revenu pour investir? Ce serait la voie à suivre. J'y reviendrai. Merci. Enfin, Pierre-Olivier Pinault, de la chaire de gestion du secteur de l'énergie, HEC Montréal. Merci. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de nouveaux éléments à apporter après avoir entendu tous les bons points, mais je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments. Il y a différentes tendances ces 20 dernières années qui ont été mentionnées. On a parlé du nombre de véhicules qui est croissant sur les routes, qui amène la congestion, mais il n'y a pas juste le nombre de véhicules. Je pense qu'il faut vraiment voir l'ensemble du contexte pour bien comprendre la situation. Non seulement on a plus de véhicules, mais c'est des véhicules plus lourds et plus gros et qui coûtent plus cher à tout le monde à opérer. Ne serait-ce qu'au niveau du camionnage, depuis 20 ans, la charge des camions lourds a doublé. Donc, on a du camionnage on n'a pas tellement plus de camions sur les routes dans les 20 dernières années. On en a plus, mais pas tant que ça. Mais au niveau de la charge, ça a doublé. Donc, il y a ces considérations-là à prendre en compte. L'étalement urbain aussi, on l'a laissé cours à l'étalement urbain, notamment en laissant les municipalités étendre et accorder des permis de construction pour avoir une base de revenus municipale sans que le provincial agisse. Ces éléments-là que je mets, sur lesquels je veux insister, sont très importants pour comprendre la congestion, parce que, évidemment, ce n'est pas juste une question de nombre de véhicules, c'est une question on a plus de véhicules qui viennent de plus loin, qui sont plus gros à chaque fois, et on n'a pas eu d'ajustement significatif dans la fiscalité. Ce qui a laissé l'étalement urbain se développer, c'est qu'il n'y a pas eu justement de politique vraiment ferme de la part des gouvernements pour empêcher cet étalement urbain. Il n'y a pas eu de changement significatif dans la fiscalité des voitures, donc acheter des grosses voitures. Aujourd'hui, en 2015, c'est la première année où au Québec, on va vendre plus de VUS et de camions légers que de voitures. C'est quand même assez significatif, et on parle de la capacité des ménages à payer. Il semble que les ménages aient beaucoup de capacité à payer pour des véhicules, parce que quand on regarde les véhicules neufs, ce qui se vend, ce qui est en croissance, ce sont les véhicules les plus chers. Et le taux de croissance dans l'achat de véhicules, de camions légers, est de 4,6% en 2015 par rapport à 2014. Alors, il semble qu'il y ait une marge de manœuvre auprès des ménages pour payer davantage. Malheureusement, ils payent davantage pour des problèmes, plus de problèmes. Et quand on veut payer pour des solutions, on entend M. Leblanc, et je m'excuse de vous revenir là-dessus, mais M. Leblanc qui dit qu'on n'a pas la capacité de payer pour une solution. Alors, ça m'étonne très fortement, parce que la capacité de payer pour les problèmes, on l'a au Québec.
Donc, le point que... Le point sur lequel j'aimerais revenir, et puis mon collègue Paul Lannoy l'a mentionné, en fait tout le monde aussi l'a mentionné, c'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir. On a au Québec des éléments positifs. Par exemple, le gouvernement a proposé une stratégie maritime, ce qui est une chose intéressante. Le gouvernement a mis de l'avant, ce que je trouve personnellement moins intéressant, une politique sur l'électrification des transports. Mais par contre, le gouvernement actuel a laissé tomber, ou j'en entends plus parler, la politique sur la mobilité durable. On avait en 2013 une discussion sur la politique sur la mobilité durable. Et c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est justement essayer de voir le problème dans son ensemble, voir le problème. On a des problèmes de transport, mais ce qu'on cherche, c'est des solutions de mobilité. Et il faut véritablement regarder l'ensemble des éléments de manière intégrée. L'aménagement du territoire, la taxation sur les véhicules, la taxation sur les bâtiments pour justement favoriser des bâtiments plus compacts avec une densité dans les villes à échelle humaine évidemment, mais une plus grande densité. Donc on a tous ces éléments-là et qu'on semble perdre de vue cette politique québécoise sur la mobilité durable qui avait, je pense, était resté largement à l'état de débauche. C'est là-dessus, dans ce genre de direction qu'il faudrait aller pour pouvoir prendre en compte les considérations des camionneurs, la considération des chambres de commerce, se rendre compte aussi dans ce genre de politique que les investissements en transport ferroviaire sont à peu près inexistants en termes d'infrastructure ces 20 dernières années, alors que le camionnage lourd a doublé. Et quand on sait les objectifs de réduction de gaz à effet de serre qu'on vise pour 2020, 2030, 2050, c'est impossible d'imaginer qu'on va garder le nombre de camions sur les routes. On ne veut pas réduire la mobilité des marchandises, mais il va falloir envisager du transfert modal vers le rail, vers le transport maritime. Ça, c'est essentiel. On a